Aujourd'hui, bon, j'espère que vous avez eu le document là du chapitre 3. Vous l'avez reçu pour tout le monde. Je sais que votre délégué font un très bon travail. Est-ce que vous l'avez tous là? Oui, monsieur, how can of Discord? Ok. Ça, c'est pour tout le monde. Non, tout le monde. Oui. Tout le monde a le texte. S'il vous plaît, là, essayez de répondre un peu de temps en temps. Bah, j'aimerais bien avoir un peu de feedback là. Il faut savoir au moins que vous êtes là. Ok, donc le troisième chapitre, là, c'est un chapitre assez court, mais qui est très important néanmoins. Pourquoi? Parce que c'est la base, si vous vouliez, de deux modules en même temps. C'est un peu la théorie ou le traitement du signal, et même aussi, c'est-à-dire c'est la base pour le module de système asservi ou bien automatisme. Pourquoi? Parce que les deux modules, ils traitent toujours, ils ont toujours affaire à ce qu'on appelle des systèmes. Un système qui soit électronique, mécanique, hydraulique, pneumatique ou quoi que ce soit. C'est toujours un système. Et ce système, quel qu'il soit, il possède toujours une entrée et une sortie. C'est-à-dire, c'est là où on rentre un peu, si vous voulez, dans le domaine de la modélisation. C'est-à-dire, on prend n'importe quel modèle physique, quel qu'il soit, on trouvera toujours une expression mathématique, une équation mathématique qui décrit ce système. Et cette équation mathématique, elle nous donne la relation justement qui existe entre l'entrée et la sortie du système. C'est-à-dire qu'ayant cette équation mathématique, à partir de l'entrée, si on a l'expression de l'entrée, on devrait être capable de déterminer l'expression de la sortie de ce système. OK ? Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la simulation ou bien la modélisation. Quand on parle de modélisation d'un système, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est de trouver une expression mathématique qui décrit justement ce système, tout simplement. Et une fois qu'on l'a, donc on n'a plus besoin de travailler sur le système physique réellement, mais on travaille directement sur notre expression mathématique. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'un système est un processus physique représenté par un modèle mathématique ou tout simplement un modèle théorique. OK? Et ensuite, il dit que le système peut être un circuit électrique, équation chimique ou n'importe quoi, un moteur électrique, etc., etc. Surtout en ce qui vous concerne, vous allez apprendre à modéliser, bien sûr c'est dans d'autres modules, à modéliser par exemple un moteur électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous donnera l'équation qui relie l'entrée et la sortie de ce moteur électrique. Si c'est l'entrée, c'est une tension, on va voir comment varier la tension à la sortie, ou bien si c'est la vitesse, le couple et tout ce que vous voulez. Donc il y aura toujours une relation qui va définir cette combinaison entre l'entrée et la sortie à n'importe quel système. Prenons par exemple le système le plus simple que vous connaissez déjà, c'est le système RLC. RLC, si on prend l'entrée une tension et que la sortie, qu'on la prenne aux bornes de la capacité C, c'est-à-dire que maintenant, en résolvant l'équation de ce système, on va trouver une certaine équation qui va le décrire, le système RLC. Et là, il suffit juste d'appliquer l'entrée, de définir l'entrée pour déterminer la sortie correspondante aux bornes de la capacité C. Donc, c'est clair pour la définition d'un système. Et là, on vous dit que la relation entre l'entrée et la sortie est donnée par le modèle du système. Et là, justement, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce modèle. Pour que, bien sûr, que l'on fasse des simulations, je ne sais pas, prenez le cas le plus extrême. La bombe atomique, c'est quoi? Ils ont fait des essais. Chaque pays était obligé de faire certains essais pour déterminer leurs paramètres de leur système. Mais maintenant qu'ils ont les paramètres de leur système, ils ne font plus d'explosion nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils font des simulations. Ils ont leurs paramètres de la bombe. Donc maintenant, à n'importe quelle entrée, je ne sais pas combien qu'ils mettent de TNT, je ne sais pas quoi, d'uranium,
Donc, ils ont la sortie, c'est-à-dire les effets de cette bombe, etc., etc. Donc, ça a été la France qui a été la dernière, bien sûr, à faire beaucoup d'essais, je crois, au niveau de la Calédonie, etc. Et là, bien sûr, c'était pour avoir leurs paramètres de cette bombe. Mais une fois que les ont, donc maintenant ils ont arrêté leurs essais et tout bien sûr par simulation. Donc c'est très important d'avoir le modèle mathématique de n'importe quel phénomène que l'on veut étudier. Maintenant, nous, en termes de traitement du signal, quand on parle de système, nous, on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur de ce système. Par exemple, ici, je vais vous donner un circuit RLC que j'ai donné. Pour nous, non, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est le signal d'entrée et le signal de sortie. Et d'essayer de trouver la relation qui existe justement entre cette entrée et cette sortie, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Que ce soit mécanique, hydraulique, pneumatique ou n'importe quoi. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça intéresse les autres modules. Si vous faites par exemple l'électronique fondamentale, là, bien sûr, vous vous intéressez aux composants de votre système et ainsi de suite pour d'autres modules. Mais pour nous, d'un point de vue traitement du signal ou bien théorie du signal, ce qui nous intéresse dans n'importe quel système, c'est qu'on lui applique un signal à l'entrée et on surveille le signal de sortie. Et on essaie de trouver la relation justement qui existe entre cette entrée et cette sortie. Mais tout d'abord, avant de parler de système, nous, à notre niveau, et même dans d'autres modules, jusqu'au master et peut-être même un peu plus, vous aurez toujours à traiter des systèmes linéaires. Parce que quand un système n'est pas linéaire, ça devient autre chose. La façon de l'aborder, elle est différente complètement. Donc nous, on va se limiter au système uniquement linéaire, comme j'ai dit, que ce soit dans ce module ou bien dans d'autres modules aussi de systèmes asservis d'automatisme, etc. Donc, il faudrait savoir au préalable ce qu'est un système linéaire. C'est quoi? Donc, là, on vous dit que pour le système linéaire, un système est dit linéaire si les deux principes suivants sont satisfaits. Donc, il y a deux conditions à satisfaire. La première condition, c'est ce qu'on appelle la condition, ou bien le principe de superposition. C'est-à-dire que on a notre système. Si on lui applique une entrée E1, vous voyez bien que l'on obtient la sortie Y1 qui correspond à ce système. Nous, comme je l'ai dit et je le répète, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur du système, ce qu'est ce système réellement. Non, on s'intéresse uniquement au signal d'entrée et au signal de sortie. Et maintenant, si après ça, on change l'entrée, on applique l'entrée E2. Et on imagine qu'à cette entrée E2, oui. Monsieur, pardon, monsieur, le système linéaire, tu marques une entrée, une sortie. Là, non, je n'ai pas dit ça. Là, c'est-à-dire c'est le démarrage, on démarre d'une entrée, une sortie. Mais un système linéaire, il peut avoir n entrées et il peut avoir n sorties. OK? Parce que les systèmes industriels, ils n'ont pas que sur l'entrée, il y a beaucoup de paramètres. Donc, effectivement, un système, il contient beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Mais là, nous, on se limite à une seule entrée, une seule sortie, juste pour bien clarifier les choses. Donc maintenant, j'ai dit, si on applique une entrée... Monsieur, le système linéaire, je n'ai pas encore terminé ma phrase. D'accord, monsieur. Si on lui applique maintenant une entrée différente E2, et que à cette entrée E2 correspond une sortie Y2. Un système est linéaire, maintenant, si en appliquant la combinaison des deux, E1 plus E2, OK, on obtient à la sortie la même combinaison des entrées respectives de E1 et de E2 qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire on doit obtenir Y1 plus Y2. OK, c'est-à-dire à une combinaison linéaire des deux entrées, on doit obtenir la même combinaison linéaire des deux sorties. J'aime pas les gens qui viennent en retard là. C'est pas sérieux. D'accord? Mais en plus de ça, ce n'est pas la seule condition. Il y a une autre qui dit que, normalement, bon, nous avons ici, on vous dit Y1 égale S de E1, Y2 égale S de E2,
Et on a vu que Y1 plus Y2 est égal à S de E1 plus E2. C'est bon. Mais nous devons aussi avoir que la transformation de lambda Y1, supposons que lambda est un scalaire. Donc maintenant, si on applique à l'entrée non plus E1, mais lambda E1, on doit avoir à la sortie le même produit, c'est-à-dire lambda Y1, sachant que Y1, c'était la sortie de E1. Excusez-moi, il y a des gens qui rentrent et qui sortent là. Donc, en résumé, ça explique bien le résumé, il vous dit que la transformation de A fois E1 plus B fois E2 doit être égale à A. A, c'est des scalaires, c'est des coefficients, à A. La transformation de E1, il y a une parenthèse là qu'il faut rajouter, après E1 de T, plus B, la transformation de E2. Maintenant, c'est un peu plus clair. Donc, Monsieur, هذيك تاع لامدا تقدر تعاودها لنا s'il vous plaît قبل ما نجوسوها. D'accord, oui. C'est-à-dire que vous prenez un système, vous appliquez un signal E1, il vous donne Y1. C'est ça. Donc maintenant, si vous appliquez le signal lambda E1, lambda étant un scalaire, à la sortie, le système doit vous donner la même réponse que tout à l'heure, Y1 qu'on a obtenu, mais elle aussi multipliée par lambda. OK? C'est-à-dire lambda multiplié, c'est-à-dire c'est un signal qui va monter en amplitude. Donc la sortie, elle doit elle aussi monter en amplitude de la même valeur. Et c'est là ce qu'on dit qu'un système est linéaire. On prend. Attendez, il y a un exemple déjà ici. Voilà l'exemple. On vous donne un exemple et puis je donnerai un autre exemple peut-être, c'est-à-dire le contre-exemple. Ici, dans l'exemple, on vous dit un système est décrit par l'équation suivante, donnant la sortie Y en fonction de l'entrée X. Et là, on a Y de T égale 3X de T plus 4. Donc, on a un système. Dès qu'on lui applique un signal X de T, à la sortie, il nous donne Y de T, qui est égal à 3X de T plus 4. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce système à l'intérieur, en réalité? Il y a un multiplicateur qui prend le système, qui prend l'entrée X de T et la multiplie par 3, et auquel il va rajouter une constante qui est égale à 4. Et il nous donne Y de T à la sortie. OK. Monsieur, ما فهمتش هنا واش من السينال اللي مديناه له اكس دو تي. C'est n'importe quel signal, jeune homme. Maintenant, on est dans le cas général. On ne rentre pas dans les détails de l'équation de X de هنا T. تسمى ملتيبلي في 3 ومن بعد زاد له 4 هكا. Z le 4, exactement. Donc, il nous donne la sortie. Regardez où est le système. Donc, nous, si on a le représenté par une boîte, un rectangle, comme c'était fait auparavant, on représente X de T à l'entrée, et à la sortie de cette boîte, on représente Y de T, et on écrit égal à 3X de T plus 4. Donc maintenant, pour démontrer la linéarité, on a dit qu'on appliquait séparément deux entrées différentes. Donc si on applique X1, on aura à la sortie Y1 de T, qui est égal à 3 fois X1 plus 4. Et maintenant, si on applique X2, tout seul aussi, à la sortie, on aura Y2 égal à 3 fois X2 plus 4. Mais maintenant, si on applique la combinaison de X1 plus X2 à l'entrée, qu'est-ce qu'il va faire le système? On a dit il prend l'entrée et la multiplie par 3 et il rajoute 4. Donc le système, il va nous donner quoi? Il va nous donner 3 fois. ماشي ما يسميهم لكش يمد لك شغل عادي يزيد لك الملتيبليك في 3 ويزيد لك 4 عادي. C'est ça. ما يزيدلكش ال 4 مع ال 4. Attendez, doucement. Oui, c'est ça. Il prend le 3, il multiplie par X1 plus X2, et ensuite il rajoute le 4, toujours, quel que soit le signal d'entrée. Donc on aura à la sortie 3X1 plus 3X2 plus 4. OK, c'est ça ce que fait notre système, tel qu'il est défini. Maintenant, essayons de voir théoriquement si c'est le cas.
est-ce que c'est égal à Y1 plus Y2? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que Y1, comme on vient de le voir, c'est 3x sur 1 plus 4. Et Y2, c'est 3x2 plus 4. Plus 8. Donc, si on fait la somme de ces deux sorties, on obtiendra effectivement 3 fois x1 plus x2, mais plus 8. Ce qui est bien entendu différent de ce qu'on aurait dû avoir pour dire que le système est linéaire. C'est-à-dire on aurait dû avoir 3 fois x1 plus x2 plus 4, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on conclut que notre système n'est pas linéaire. داكور مسيو تما كي ما يكونش لو ريزولتا كيف نقولوا ماشي لينيير كي يكونوا كيف نقولوا لينيير. Exactement. Prenons un autre cas justement où c'est pareil. Monsieur. Oui. إذا كان x de t plus 4 le tout fois 3 تما كيكون لينيير. X de t plus 4 le tout fois 3. Oui, monsieur. Attendez. Là, il faut... Bon, on va essayer, jeune homme, on essaye. Attendez voir une seconde que je cherche mon stylo et que je fasse le calcul. Et vous aussi, vous le faites, bien sûr, avec moi. Attendez voir. Monsieur, je n'ai pas compris comment on a conclu le système est non linéaire. Bon, c'est pas le très quand j'ai piqué le bonnet. OK. Merci. D'accord, monsieur. Ok, nous voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Attendez, on va répondre un par un. Il y a le jeune qui a demandé que si le système il prend 3 fois, qu'est-ce que j'avais dit là, jeune homme? x1 plus 4 monsieur قال لك le tout est fois 3. D'accord, 3 fois x1 plus 4. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Le premier système, il va nous donner 3 fois x1 plus 4. C'est-à-dire, il va nous donner 3x1 Plus 12. plus 12. OK. La deuxième fois, quand on met x2, ça va nous donner 3 fois x2 plus 4. D'accord? Qui est égal à 3x2 plus 12. Bien d'accord. Donc maintenant, y1 plus y2, qu'est-ce que ça va nous donner? D'après le calcul. 3x1 plus x2 plus 24. 3x1 plus x2 plus 24. Oui. C'est bien ça. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va nous donner notre système? Parce que notre système, qu'est-ce qu'il fait là? Il prend l'entrée, il rajoute 4 et il multiplie le tout par 3. C'est bien ça. Donc, si on prend l'entrée combinée, x1 plus x2, c'est ça l'entrée, auquel
système y de t égale à 3x de t. OK, il n'y a aucune constante qui est rajoutée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit toujours, le départ, c'est quoi? C'est de prendre x1, de l'injecter tout seul, donc la sortie correspondante y1 est égale à x1. Et si on prend x2 tout seul et on l'applique à notre système, on obtient y2 égale à 3x2. Et à partir de là, on déduit que y1 plus y2 est égal à 3x1 plus 3x2. OK, ça c'est mathématique. Maintenant, on revient à notre système physique. On a dit qu'il faisait quoi? Il prenait l'entrée et la multipliait par 3. Donc, si on lui applique maintenant la combinaison des deux entrées x1 plus x2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'entrée et la multiplier par 3. Donc, il va faire la sortie sera égale à 3 fois x1 plus x2, qui est égal à 3x1 plus 3x2. Donc, elle est égale à y1 plus y2. Donc, en additionnant les entrées, le résultat nous donne l'addition des sorties correspondantes. Et c'est là qu'on peut dire qu'il est effectivement linéaire. En tous les cas, il y aura beaucoup d'exemples d'applications que l'on va voir en TD, et là pour mieux clarifier cette notion de linéarité. En tous les cas, le principe, c'est toujours le même. On applique x1, on voit la sortie y1. On applique x2, on voit la sortie y2. Ensuite, on fait la somme des deux. Là, c'est mathématique, à partir de l'équation que l'on a, qui décrit le système. Ensuite, on passe à la physique, au système réel, et voir qu'est-ce qu'il nous donne ce système lorsqu'on lui applique la somme des deux entrées, x1 plus x2. On va calculer cette sortie, et on va voir si elle correspond à la sortie qu'on a obtenue tout à l'heure quand on a fait y1 plus y2. Si ça correspond, c'est bon. Sinon, bien sûr, ça veut dire que le système est non linéaire. Prenez par exemple un autre cas. Prenez un système, disons un quadrateur. Un quadrateur, c'est quoi? C'est un système qui élève au carré. C'est-à-dire qu'il prend l'entrée et il élève au carré. C'est-à-dire que y est égal à x2. X au carré de t. D'accord? Toujours le même principe. On applique x1, donc on obtient y1 qui est égal à x1 au carré. On applique x2, on obtient y2 qui est égal à x2 au carré. Et maintenant... Pardon? Si on fait l'exemple ou là? Oui, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple que je vous donne là. C'est un autre système. Là, y est donné par x2. C'est-à-dire, il prend l'entrée et il élève au carré. Et vous obtenez la sortie. C'est ce qu'on appelle un quadrateur. OK? Donc, pour x1, on a y1 qui est égal à x1 au carré. Pour x2, on a y2 qui est égal à x2 au carré. Donc, quand vous faites la somme des deux, qu'est-ce que vous obtenez? y1 plus x2. x1 plus x2 au carré. Non, non. On fait la somme y1 plus y2. Monsieur x1 au carré plus x2 au carré. Oui, c'est ça. Non, mais là, y كتدخل وحده كتدخل les deux y. Mais non, avec après, doucement, jeune homme. J'ai dit là, c'est mathématique. On prend x1, on a y1, x2, on a y2, et on fait la somme. Et on obtient la sortie. x1 au carré plus x2 au carré. Ça, c'est mathématique. Non linéaire, monsieur. Maintenant, doucement, jeune homme, laissez-moi terminer. Et maintenant, si on revient à notre système physique et on lui applique la combinaison des entrées, c'est-à-dire x1 plus x2, qu'est-ce qu'on obtient à la sortie? Sur x1 plus x2, le tout au carré. Au carré, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'entrée et il élève au carré. C'est un quadrateur. Donc, c'est x1 plus x2 au carré. Et qui est égal à quoi? Monsieur, ماشي linéaire, ماشي. Qui est égal à quoi? Il est égal à quoi? كيفاش est égal à quoi, monsieur? x1 au carré plus x2 au carré plus x1 plus x2 au carré. Plus
x2 au carré. Plus Plus 2x1. x2 au carré. Plus. Plus 2 fois x1 fois x2. x1, plus x2. 2 Ah, monsieur, fois 2 fois x1 x2. plus. Ah, oui, 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 c'est Parce ça. qu'il prend l'entrée, il élève au carré. Donc, il prend x1 Oui, plus oui, x2 au carré. Donc, on aura tout ça. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure quand on a fait y1 plus y2? Non, monsieur. Non, il y a le زاد 2x1, x2 en plus. Ça veut Oui. dire que le système là aussi n'est pas linéaire. OK? Monsieur, s'il vous plaît, تقدر تمدنا هكذا ان اكزومبل لينيير باش نفهموا يعني يقدر واحد Il n'y a, يفهم pas شويه. de problème, jeune homme. D'accord. On a déjà pris tout à l'heure l'exemple du 3x de t tout seul. OK? Quand c'est un multiplicateur uniquement, il prend l'entrée et la multiplie par le gain. 3x. Prenons maintenant un autre circuit, un circuit retardateur. On appelle ça. Qu'est-ce que ça veut dire un circuit retardateur? On le sait. Si on applique x de t à l'entrée, la sortie elle va être égale à quoi? C'est un retardateur. Et imaginez qu'il retarde de taux. Appelons ça taux. Qu'est-ce qu'on va obtenir à la sortie? X plus taux. X de Non, x de t plus taux, monsieur. x de t plus taux. T plus taux, ce n'est pas un retardateur. Non, moins. Donc, T moins taux. T moins taux, parce que T moins taux, c'est un décalage qui est à droite. Oui. Donc, il est en retard. OK. C'est pour ça qu'on appelle circuit retardateur. Donc, on obtient la sortie x de t moins taux. Essayons de voir maintenant si ce système est linéaire ou non. Allez, dites-moi. linéaire. نورمالمون لينير باش ميسيو. عندنا ليكزومبل. سي كوا اللي درناها مع الاول ميسيو تاع لوندا تاع اس لوندا او 1 est égal lambda y1 non. Bon, on n'a pas encore parlé de lambda. Lambda, non, on n'a pas pris d'exemple pour lambda. Lambda, ça vient après. شنو هو ليكزومبل monsieur? ماشي اكزومبل الاخر تاع سيستم اتون انفاريون. Ah, Non, non, d'accord. non, 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 pas d'invariant, pas d'invariant. Maintenant, on parle de linéaire, jeune homme, uniquement. Laissons l'invariant, je n'ai pas parlé du tout d'invariant. J'ai dit, vous avez un ماشي انا système. تبع بي دي اف انا. Oui, oui, d'accord, oui, moi aussi, je suis le même texte, hein, jeune homme, moi je travaille dessus. D'accord. J'ai dit, nous avons un système retardateur. C'est-à-dire, quand on applique x de t, à la sortie, on aura y de t qui est égal à x de t moins taux. OK? Il retarde le signal d'entrée. Bon, ce bonhomme. Donc là, le même principe que tout à l'heure. On a dit que si on applique x1, on obtient y1 égale à x1 de t moins taux. Si on applique x2, on aura y2 qui est égal à x2 de t moins taux. Donc la somme des deux, y1 plus y2, nous donne quoi? Elle nous donne x de t moins taux plus x1 de t moins taux plus x2 de t moins taux. Oui. Et maintenant, on revient au modèle, à notre système. Maintenant, on lui applique la combinaison des deux entrées, c'est-à-dire x1 plus x2. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner? x1 plus x2 t moins taux. Donc, il va nous donner x1 de t moins taux plus x2 de t moins taux. Oui, monsieur. Il prend l'entrée et il la décale. Est-ce que ceci est égal à ce qu'on a trouvé tout à l'heure, à y1 plus y2? Oui, monsieur. Exactement, c'est le même résultat. Donc, notre système est linéaire. فهمت monsieur, j'ai pas compris. علاش قلنا linéaire? Parce que je répète là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout d'abord, on aborde le problème mathématiquement. On applique x1 de t, le système retardateur nous donne à la sortie y1 de t égale à x1 de t moins taux. Et maintenant, si on lui applique une autre entrée, x2 de t, notre système va nous donner y2 de t égale à x2 de t moins taux. Et quand vous faites la somme y1 plus y2, elle est égale à quoi? Elle est égale à x1 de t moins taux plus x2 de t moins taux. C'est bien ça. Ça, c'est mathématique, c'est clair. Et maintenant, revenons à notre système, physiquement.
On prend le système et on lui applique à l'entrée maintenant la combinaison des deux entrées, c'est-à-dire x1 de t plus x2 de t. Le système, c'est un retardateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'entrée et il la retarde de taux. Donc, il va nous donner à la sortie x1 de t moins taux plus x2 de t moins taux. Or, ceci est exactement identique au résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, quand on a fait y1 plus y2. Cela veut dire que le système est linéaire. D'accord, monsieur, j'ai compris, merci beaucoup. Mais ça va se clarifier au fur et à mesure, hein. Surtout quand on fera le TD le mercredi prochain. Là, on va clarifier tous ces points-là. OK. Donc, il y a ceci. C'est pour la linéarité. Donc, effectivement, il y a un coefficient là que l'on rajoute, c'est-à-dire montrer aussi que c'est de lambda E1 nous donne lambda Y1. Là, on le verra aussi à travers les applications que, si vous voulez, ce lambda, il n'a pas un grand effet. C'est-à-dire quand on multiplie l'entrée, on multiplie aussi la sortie par le même paramètre. Mais le plus important, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire montrer que y1 plus y2 est égal à la transformation de E1 plus la transformation de E2. Et là, on a fait suffisamment d'exemples. Maintenant, l'invariance. Ce n'est pas suffisant pour démontrer qu'un système est linéaire. Parce qu'on parle dans la pratique des systèmes linéaires et invariants en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire invariant? Et là aussi, quand on a un système, il faut toujours démontrer l'invariance, s'il est invariant ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous dit qu'un système est à temps invariant lorsqu'une translation du signal d'entrée, retard ou avance, se traduit par la même translation du signal de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on prend notre système S, auquel on applique le signal d'entrée x de t, qui est là, qui est un signal échelon. Supposons, c'est juste une supposition, que le système-là, il nous donne en sortie le signal y, que vous avez là, qui est une forme de rampe et puis c'est plat. Ça, c'est le départ, on le sait. Maintenant, pour dire que le système est invariant, cela veut dire que maintenant, si on applique le même signal x de t, mais qui est décalé de taux, à droite, normalement, à la sortie du système, on doit obtenir la même sortie que tout à l'heure, sauf qu'elle aussi, elle est décalée de taux. C'est pour ça qu'on dit invariant dans le temps, c'est-à-dire le temps il ne change pas. Si on décale l'entrée, la sortie elle se décale automatiquement. Dans ce cas-là, on dira qu'il est invariant. Parce qu'il y a certains systèmes parfois qui, même si vous décalez l'entrée, la sortie reste figée, elle ne bouge pas. Ou bien la sortie, elle peut changer complètement de forme. Ce n'est pas la sortie de tout à l'heure qui est tout simplement décalée. Et donc, on dira que le système est non invariant. Mais par contre, s'il remplit cette condition de décalage de l'entrée, on obtient le même décalage de la sortie, on dira automatiquement que le signal est invariant. OK, c'est clair cette notion d'invariance. Et là aussi, on la verra en pratique à travers des exemples. En tous les cas, pour montrer qu'un système est linéaire et invariant, il faut que les deux conditions soient satisfaites. Parce que si le système, on démontre qu'il est linéaire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis on découvre qu'il est invariant. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un système linéaire et invariant. Et c'est pareil, il peut être invariant, il vérifie la condition de l'invariance, mais il ne vérifie pas la condition de la linéarité. Et là aussi, on ne peut pas dire qu'on a un système linéaire invariant. Pourquoi tout ceci? Parce que tout simplement, prenons par exemple le cas de, normalement vous l'avez fait, la transformée de Laplace. Est-ce que vous l'avez fait ou non? Oui, monsieur, درناها في المات في الأسئلة. Mais bien sûr, oui. Oui. Donc quand on parle des systèmes, vous allez le faire aussi en asservissement, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser la transformation de Laplace, ou bien même aussi la transformation de Fourier, que l'on va voir dans le prochain chapitre.
La condition est d'avoir affaire à un système linéaire. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à fait au début. On a dit que nous, d'un point de vue traitement du signal, ce qui nous intéresse, c'est la relation, c'est de trouver la relation qui relie l'entrée du système à sa sortie. Pour que directement, pour obtenir la sortie à n'importe quelle entrée, on ait une équation qui va nous donner justement cette sortie, quelle que soit l'entrée. Ça, c'est notre objectif. Et là, justement, pour arriver à là, on vous donne deux définitions. Définition de la réponse indicielle. Peut-être que vous avez déjà vu ça. La réponse... Ah bon? La réponse indicielle, vous l'avez fait, vous allez le faire en asservissement, peut-être, je ne sais pas, l'année prochaine. La réponse indicielle, oui, c'est en L3 que l'on fait les systèmes asservis. Et la réponse d'un système dont l'entrée est un échelon. C'est-à-dire quand on applique un échelon, comme on a vu tout à l'heure là dans la figure, et on a obtenu Y de T une certaine sortie, ça on l'appelle la réponse indicielle. Mais là, vous l'utiliserez, comme j'ai dit, en automatisme. Nous, par contre, ce qu'on va utiliser en traitement du signal, c'est ce que l'on appelle la réponse impulsionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse impulsionnelle, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que c'est la réponse du système. À quoi? Qu'est-ce qu'on lui applique à l'entrée? Physique, un système physique. Oui, d'accord, mais l'entrée c'est quoi? La réponse indicielle, tout d'abord, tout à l'heure, j'ai dit qu'on appliquait à l'entrée une fonction échelon. Ah, Dirac, monsieur, l'impulsion Dirac. C'est la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire c'est la réponse à une impulsion. Et quelle impulsion? Ce n'est rien d'autre que Dirac, que l'on connaît. Donc, on vous dit que la réponse impulsionnelle est la réponse d'un système physique dont l'entrée est une impulsion de Dirac. Elle permet de caractériser les systèmes linéaires dans le domaine temporel. Et c'est là justement l'importance de cette notion de convolution, c'est-à-dire qu'il nous donne la sortie d'un système en fonction de l'entrée de celui-ci. Mais la condition, comme on a dit, il faudrait qu'il soit un système linéaire et invariant. Là, effectivement, on peut utiliser ce que l'on appelle la convolution. Qu'est-ce que ça veut dire, cette convolution? Alors, il y a sa définition, alors, pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Regardez le schéma que vous avez ici. Je crois qu'il est significatif. On a notre système au départ. Qu'est-ce qu'on lui applique? On lui applique delta de t, une impulsion de Dirac. Et on obtient à la sortie h de t, qui est justement quoi? La réponse à une impulsion de Dirac. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la réponse impulsionnelle. Ça, c'est facile à faire. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel circuit, n'importe quel appareil ou bien n'importe quel système, vous pouvez déterminer sa réponse impulsionnelle. C'est-à-dire, il suffit de lui appliquer une Dirac à l'entrée, et vous regardez sur l'oscilloscope, il vous donne le h de t, qui est la réponse de ce système à une impulsion de Dirac.
Mais maintenant, nous, concernant ce système, on ne va pas lui appliquer toujours des Dirac. Par contre, on va lui appliquer différents signaux x de t. Et auquel, bien sûr, il va nous donner la réponse y de t. Mais la question maintenant, c'est quelle est l'expression de cette sortie y de t en fonction du signal d'entrée x de t. La réponse est donnée par, on vous donne une petite démonstration là, on vous justifie, mais pour ne pas vous encombrer trop, vous allez à la fin et on vous donne directement l'expression de y de t. Vous pouvez lire après la démonstration si vous voulez, qui est donnée par quoi? Qui est donnée par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. De quoi? De x de taux, qui est l'entrée de notre système, fois h. H, c'est la fameuse réponse impulsionnelle qu'on avait trouvée tout à l'heure. H de t moins taux d taux. Et c'est ça ce que l'on appelle le produit de convolution ou bien la convolution. Donc maintenant c'est clair. Quand on a un Si je système... n'ai pas compris, Hadi, s'il vous plaît. D'accord, j'y arrive. Je répète justement, j'allais répéter ça. Quand on a un système et on s'est assuré qu'il était linéaire et invariant, donc on peut écrire que la sortie de ce système YD à n'importe quelle entrée x de t est donnée par quoi? Elle est donnée par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, qui est x le signal d'entrée, h. Mais h, c'est quoi? On le connaît aussi. C'est la réponse impulsionnelle. C'est-à-dire qu'auparavant, avant de passer à ceci, il faudrait d'abord prendre le système, lui appliquer delta, une Dirac, et voir ce que donne la sortie, qui est h, la réponse impulsionnelle. Une fois que vous avez h de t, maintenant vous pouvez appliquer n'importe quel signal d'entrée à votre système, sachant que la sortie correspondante est donnée par justement cette expression que l'on appelle la convolution. C'est-à-dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, c'est le signal d'entrée, et h, c'est la réponse impulsionnelle de t moins taux d taux. Donc remarquez bien qu'on intègre par rapport à taux, donc la variable taux, elle va disparaître dans l'intégration, et on aura le résultat final qui va dépendre de t. C'est pour ça qu'on a appelé y de t égale à f de x de t. Et c'est comme ça que l'on calcule la sortie, justement, d'un système linéaire. Et à partir de cette convolution maintenant, on peut passer ensuite à la transformation de Laplace ou bien de Fourier. Donc, il faut, pour utiliser ces deux transformations, il faut que le système soit défini par une convolution, et pour qu'il soit défini par une convolution, il faudrait qu'il soit linéaire et invariant. Donc, comme vous voyez, tout est lié. Maintenant, regardez bien cette expression-là de h de t moins taux. Et c'est là, justement, si vous voulez, le point un peu délicat, disons, du calcul de cette convolution. Remarquez ici, on a x de taux, fonction qui varie en fonction de taux, puisqu'on intègre par rapport à taux. Mais là, pour le h, on a h de t moins taux. Donc, initialement, on a h de taux et qu'il faudra convertir en h de t moins taux. OK? Et là, on verra après, à travers un exemple, comment justement passer de ce h de taux au h de t moins taux. Parce qu'on aura deux opérations. Une opération de décalage et une opération de rotation. Puisqu'on a vu déjà une fois, je ne me rappelle plus quand, que lorsqu'on passe de x de t à x de moins t, c'est une symétrie par rapport à l'axe de translation. Donc ici, c'est l'axe des y. Mais quand on passe de x de t moins a à x de a moins t, on a dit que c'était une symétrie par rapport à l'axe de translation qui est ici t égale à a. Et on va voir justement comment faire cette opération graphiquement, parce qu'il n'y a pas mieux que le graphique qui nous donne une bonne indication
comment passer de H de taux à H de T moins taux. Donc, on vous dit là, on définit donc le produit de convolution. C'est cette fameuse intégrale qui est produit de convolution. Et on vous dit si le système est linéaire, time invariant, ça c'est en anglais, enfin linéaire et invariant dans le temps, linear time invariant, ils vous disent que nous avons y de t égale à l'intégrale de x de taux, h de t moins taux, d taux. Ça, c'est la définition de la convolution et qu'on va utiliser pendant, si vous voulez, tout le semestre et dont vous aurez besoin même plus tard. Maintenant, un tout petit changement là mathématique. Ils vous disent que si on fait un changement de variable de taux prime égal à t moins taux, on obtient une autre équation qui est là que y de t maintenant devient égal à x de t moins taux prime, h de taux prime, d taux prime. Donc, c'est pareil. Et là, à la fin, on vous dit que y de t, la convolution, pour ne pas écrire à chaque fois intégrale, etc., 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 on peut la représenter par une étoile. C'est-à-dire que c'est x de t étoile y de t. Qui veut dire quoi? Ça veut dire quand vous voyez x de t étoile, c'est-à-dire convolution avec h de t, cela veut dire que c'est intégrale de x de taux, h de t moins taux, d taux. Ou bien, c'est aussi l'autre écriture, c'est intégrale de x de t moins taux, h de taux, d taux. Donc, on peut les écrire d'une façon ou d'une autre, comme ça nous arrange. Et c'est ce qu'on appelle le produit de convolution. Et là, je cite, ce n'est qu'à travers des exemples que l'on fera en TD, c'est-à-dire mercredi prochain, que vous allez bien voir comment on calcule et qu'on utilise justement cette notion de convolution des systèmes linéaires. Est-ce qu'il y a une question à ce niveau-là? Monsieur, تقدر تعاود لنا la convolution présentielle هذه la partie تاع la convolution. Oui, bien sûr, bien sûr. On reprendra tout ça. معقدة شوية ما تقدرش تفهمها. Effectivement, non, je comprends. Mais on la comprend très bien, comme je vous ai dit, à travers les exemples. Quand on fera des exemples, parce que mercredi prochain, bon, les deux séances, on va les consacrer pratiquement à des TD. On va revenir un peu sur la décomposition série de Fourier. Oui, mais si je t'en لك في série de Fourier quelques exemples هذوك اللي ما فهمناهمش. J'ai lu dans vos pensées, jeune homme. Alors, ce qui fait que on va reprendre les deux exercices là que j'ai donné à faire en devoir pour bien faire comprendre ces notions de décomposition. Et le reste, on va le réserver uniquement au système linéaire. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous envoyer la série d'exercices. Essayez de faire le maximum de ce que vous pouvez, afin de tirer profit, justement, du TD que l'on va faire. Et en deux séances, on aura largement le temps, je crois, de couvrir amplement ce chapitre. En termes d'application, bien sûr. OK. Monsieur, donc, oui. Monsieur, les interros, les examens, les idées اللي فيهم يعني ماشي بعاد على لو تي دي يعني بزاف. C'est le TD, jeune homme. C'est le TD, d'accord. سما كي نحلوا تي دي نعاودوه بيان نفهموه بيان دونك شغل مليحه. Non, c'est pas une garantie. نعاودوه mais فهموا bonhomme, jeune homme. Oui, قلت لك نفهموا قلت لك نعاودوه نفهموا. Faut bien le comprendre, jeune homme. Je vous ai dit, c'est ça le hic un peu du traitement du signal. Je vous change un tout petit quelque chose, il va tout changer. Si vous avez compris le principe, il n'y a pas de problème. Mais si c'est du copier-coller, ça ne marchera pas. OK? Donc, c'est toujours si. Monsieur, نهار الأربعاء ياك. Oui, bien sûr, mercredi à 11h20. Comme d'habitude, c'est 222 T. D'accord, monsieur. Monsieur, معليش نجيبوا لك ثاني دي exercices اللي ما فهمناهمش في série 1 تعاود تفهمهم لنا مع الآخر. Oui, bien sûr. Des exercices qu'on a fait ou bien qu'on n'a pas fait? On a fait, monsieur, mais ما فهمناش ما فهمتش واحد. D'accord. Je vous dis, on va tout faire mercredi. On a deux séances, on a largement le temps, Inch'Allah, de terminer tout ce qu'on a à terminer. On reprendra, j'ai dit, les décompositions et ensuite on passera au système linéaire. Mais seulement ce que je vous demande, c'est essayer de préparer un peu chez vous avant de venir, pour gagner du temps et pour vous aussi, pour une meilleure compréhension et connaître aussi vos lacunes, les choses que vous ne comprenez pas très bien. Donc là, on va aux propriétés.
du produit de convolution. Qu'est-ce qu'elles disent là? Oh, il y a des gens qui arrivent maintenant. Décidément, il y a des gens, hein. Ça, on appelle ça une grasse matinée, mais c'est une super grasse matinée. Donc, dans les propriétés, on vous dit que le produit de convolution de x avec y est égal, le point là, ça veut dire égal au produit de convolution de y avec x. Effectivement, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure quand on a fait un changement de variable, de taux prime égale à t moins taux. Donc, on peut dire que x convolué avec y ou bien y convolué avec x, tout simplement. Et là, quand on a convolution x convolué avec y et le tout convolué avec z, c'est pareil comme si c'était x convolué avec maintenant y et z. Monsieur, Et là, la distributivité, elle est valable aussi. X convolué avec y plus z, donc c'est la somme des deux convolutions. Oui, jeune homme. monsieur, s'il vous plaît, le produit de convolution هذه يكون مع كي تكون طون بالبريم طون بريم. Qui compte taux prime. C'est taux la taux prime, jeune homme. Taux, c'est une variable muette. Elle va disparaître dans l'intégration. Le résultat final, il ne va plus dépendre de taux ou de taux prime. Il va dépendre de t. Ah, d'accord. Donc, on dit taux prime ou bien psi ou bien utiliser n'importe quelle variable que vous voulez. On appelle ça une variable muette qui va disparaître après avec l'intégration, puisqu'on vous intégrez, vous allez remplacer cette variable par autre chose, par les bornes d'intégration, oui ou non? Oui. Donc, vous l'appelez taux, psi ou gamma ou bêta, ou ce que vous voulez, c'est la même chose. OK? D'accord, monsieur. Donc, on a des commutatives, etc. Ensuite, on vous dit que x de t convolué avec delta est égal à x de t. Et justement, delta, c'est l'élément neutre de la convolution. Et là, très facile de démontrer après, on verra quand on passera à la transformation de Fourier. Et x de t convolué avec delta de t moins t0 est égal à x de t moins t0. Vous pouvez le démontrer vous-même, juste en utilisant la définition de la convolution, tout simplement. Et finalement, x de t convolué avec e est égal à intégrale de moins l'infini à t de x de taux d taux. Je vous laisserai un peu vous casser la tête, là, essayer de démontrer ces trois égalités, ces dernières égalités. Comme j'ai dit, c'est très rapide, mais juste en utilisant l'expression de départ de la convolution, c'est-à-dire que la sortie est égale à intégrale moins l'infini plus l'infini de x de taux, h de t moins taux, d taux. OK? Ensuite, qu'est-ce qui vient après? On vous dit que le produit de convolution est un produit bilinéaire et commutatif. C'est ce qu'on a expliqué à travers les relations là que l'on a vues maintenant. Et qui est noté étoile. C'est un opérateur qui fait correspondre aux deux fonctions f et g une autre fonction f convolue avec g sur le même domaine de définition que f et g. Ça, c'est définition mathématique. Essayons de voir maintenant un bon exemple du produit de convolution qui est là. On a deux fonctions x et g. Et on veut calculer le produit de convolution. OK? Et on a dit que ce produit de convolution, c'est quoi? Il est donné par intégrale de x de u, g de t moins u, du. C'est bien ça. C'est la définition du produit de convolution. G de t moins u, du. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x, on a x de t, donc c'est x de u. Donc c'est le même signe qui ne change pas. Mais le problème, il est au niveau du g. Puisque dans la convolution, on utilise g de t moins u. Et nous, le signal que l'on a ici, c'est g de u. OK? On aurait dû, dès le départ, remplacer les t par des u, là, pour x et g. Pour encore mieux simplifier, si vous voulez, la compréhension. OK? Donc, imaginez que c'est des u. X de u est défini comme ça, en fonction de u, et g de u. G de moins u. G de... Non, mais g de moins u, non. Non, g de u, imaginez que g de u soit le deuxième signal.
OK, défini en fonction de U. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? Dans la convolution, on a l'intégrale de x de U, qui est donnée, avec g de t moins U. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a? On a g de U. Et comment va-t-on passer à g de t moins U? Et là, justement, utilisez votre propriété de décalage. Si on veut passer de g de U à g de U moins t, ça va être quoi? Avec t négatif. C'est un décalage, tout simplement. Oui, monsieur, décalage négatif. Oui. Décalage de combien? De U. Non, on a g de U au départ. Et ensuite, on veut tracer g de U moins t. Ah, de T. Décalage de t. De t, oui, avec t négatif, effectivement. Donc, on décale vers la gauche. Monsieur, l'explication graphique de produit de convolution, l'exemple 1. C'est ça, oui. Monsieur, on me donne x de t. On me donne g de U, me donne g de t. Écoutez, jeune homme, tous les ouvrages, vous les allez trouver comme ceci. Mais malheureusement, j'ai dit que pour que vous compreniez très très bien, imaginez que ce n'est pas x de t, c'est x de U, en fonction de U. X de U en fonction de U ou l'autre. Et l'autre, c'est g de U en fonction de U. OK? Ah, d'accord, monsieur. D'accord, comme ça que vous compreniez bien. Monsieur. Parce qu'en réalité, comme je dis tout à l'heure, ça n'a pas d'importance T ou U, mais pour bien comprendre à votre niveau, imaginez que c'est X de U en fonction de U et G de U en fonction de U. Donc, dans la convolution, ça va être quoi? Ça va être intégrale de X de U, G de T moins U du. D'accord? C'est ça, oui, le produit de convolution. Donc, de produit de convolution, il aura besoin de quoi? Il aura besoin de x de U qu'on connaît, et il aura aussi besoin de g de t moins U. Mais nous avons g de U. Donc, comment arrive passer de g de U à g de t moins U? Là, il y a deux étapes. On ne peut pas le faire directement. On passe d'abord de g de U à g de U moins t, en supposant t négatif. Donc, ça va être un décalage vers la gauche. OK. Et pour passer de G de U moins T à G de T moins U, on a dit que c'était une symétrie par rapport à l'axe de translation qui est T. Donc, quand vous tracez cette symétrie, vous obtenez justement votre figure là que vous avez de G de T moins U, en fonction de U. C'est-à-dire c'est le rectangle qui est défini de T moins 2T jusqu'à T. Puisque la largeur, elle est de 2T. On décale à gauche de T. Ensuite, on fait une rotation par rapport à cet axe T. Et comme la largeur, elle est de 2T, donc la limite supérieure, ça devient T. Et inférieur, c'est T moins 2T. Très important ce décalage et cette rotation. Est-ce que c'est clair là? Je crois que ce n'est pas encore terminé. Hein. Monsieur, هذه تاع جي دو تي موان monsieur تقدر تعاودها في présentiel Oui, bien sûr, je nomme. On reprendra tout en présentiel, je nomme. monsieur ما فهمت كيفاش قلبنا من جي دو تي موان او قلبناها لجي او موان تي. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On avait G de U moins T. Et on est passé à G de T moins G de T moins U. Oui. Pourquoi? Parce que G de U moins T, c'est quoi? G de U moins T, c'est quoi? C'est G de U qu'on avait auparavant et que l'on décale à gauche de T. C'est bien ça. On a dit T négatif. D'accord. C'est bien ça, c'est le décalage que l'on connaît, G de U moins T. Mais comme T est négatif, donc ça devient un décalage à gauche de T. Mais ensuite, pour passer de G de U moins T à G de T moins U, on a dit que c'était une rotation ou bien une symétrie par rapport à l'axe de translation.
Or, l'axe de translation, c'est quoi? C'est U égale à T. On a translaté notre figure, on a décalé de T. Donc, quand vous faites une symétrie par rapport à cet axe T, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez la figure qui est là, qui est G de T moins U. Vous pouvez essayer de tracer au fur et à mesure, là, pour voir. Monsieur, oui. Mais maintenant, ce n'est pas terminé, hein, parce que la convolution, c'est l'intégrale de tout ça. L'intégrale de quoi? Du produit de x de u avec g de t moins u que l'on intègre entre les bornes, ça dépend des bornes. Bon, de façon générale, c'est moins l'infini plus l'infini. Mais suivant le cas, ces bornes vont se limiter justement à nos deux signaux x de u et g de t moins u. Donc maintenant, prenez ce signal g de t moins u et mettez-le juste en dessous de x de u. En dessous. Et regardez bien. Monsieur, قريب كيف بصح الاخر ديكالي شويه تاع جي دو تي موان يو. J'ai de t moins u, bien sûr, mais attendez, doucement. Oui, monsieur. C'est-à-dire pour que bien comprendre comment on calcule la convolution qui est tracée en bas, y de t égale x convolué avec g. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit de x avec g de t moins u, d'accord? Pour qu'on puisse faire leur produit, il faut qu'ils se chevauchent quelque part. S'il n'y a pas de chevauchement, le produit est nul. Donc maintenant, si vous décalez le petit t de g de t moins u, vous le décalez à gauche, à partir de quelle valeur il n'y aura plus de chevauchement avec x de u? Moins t sur 2, monsieur, non? Moins t sur 2, c'est-à-dire quand t est inférieur à moins t Monsieur, sur 2. chevauchement هذه monsieur تسمى يكون تحت سوا. Chevauchement, ça veut dire superposition. Ah oui, monsieur. تسمى même moins t sur 2, monsieur. Mais Ok, dis c'est تحت moins t sur 2. Regardez le graphe en bas de y de t. En dessous de moins t sur 2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 0. Oui, 0. Parce que le produit est nul. Et maintenant, vous commencez à décaler votre g de t moins u vers la droite. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la surface de chevauchement, de superposition entre x de u et g de t moins u va augmenter progressivement. تنقص monsieur, حتى 3t sur 2. Elle va augmenter. Oui. Progressivement. C'est bien ça. Jusqu'à quelle valeur? 3t sur 2 تبدا تحبط monsieur. حتى 5t sur 2 tous les J'ai heures. dit, elle va augmenter progressivement jusqu'à quelle valeur? t sur 2. Jusqu'à t sur 2. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir de t sur 2 jusqu'à 3t sur 2, étant donné que x de u devient à l'intérieur de g de t moins u, donc la surface commune, elle reste constante. Décalé. J'ai dit on décale g de t moins u. Hein. monsieur, تسمى في t sur 2 ولات x de t داخل g de t هكا. X de t ou là exactement, puisque g de t est là une largeur de 2t. Elle est 2 fois plus large. Oui, monsieur, ما تشاركين في هذيك تاع من 0 ل t sur 2. De 0 à t sur 2 مش متشاركين فيها g de t ou x de t. Si. Ils ont quelque chose en commun. Là, c'est comme un peu une éclipse solaire. Vous connaissez ce qu'une éclipse solaire? Éclipse, khusuf. Non, monsieur. OK, ou le khusuf, ça dépend. Oui, monsieur. D'accord. C'est-à-dire, vous avez le soleil, il y a la lune qui vient. Elle vient, elle va cacher une partie du soleil. Ensuite, elle sera complètement au milieu du soleil. Et après, elle va commencer à sortir du soleil. C'est ça l'éclipse. Donc, c'est un peu exactement le même cas pour nous. X de U, il est fixe, c'est lui le soleil, et la Lune, c'est G de T moins U, qui va défiler devant X de U. Donc, elle va commencer à cacher une partie de X de U, ensuite, elle va cacher complètement X de U, et ensuite, elle va sortir, commencer un peu à libérer X de U progressivement. C'est pour ça que Y de T,
c'est une courbe qui est croissante, ensuite elle reste constante, et ensuite elle va diminuer jusqu'à 5t sur 2, où le produit de convolution va s'annuler de nouveau. Et on aura cette courbe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on a G de U, comment passer de G de U à G de T moins U? Première opération, c'est passer de G de U à G de U moins T. Un décalage tout simple. À droite ou à gauche, suivant la valeur de T, positive ou négative. Et ensuite, à partir de là, vous faites une symétrie ou bien une rotation pour passer à G de T moins U. On avait G de U moins T, on veut passer maintenant à G de T moins U. Donc, on fait une rotation par rapport à l'axe de translation et on obtient G de T moins U. Une fois qu'on a ça, on commence à faire le produit de X de U avec G de T moins U. En faisant varier, bien sûr, ce T, puisque le résultat final de Y, il dépend de T. C'est Y de T, qui est égal à X convolué avec G. Et là, on obtient ce cas-là, qui est un peu clair, et on voit bien comment varie justement cette convolution. Et là aussi, à travers des exercices, de multiples exercices, bon, ça, parfois, bien sûr, on ne fait pas ces graphes. On utilise des graphes uniquement quand les fonctions sont simples, rectangulaires, comme c'est le cas ici. Mais quand on a des fonctions, par exemple exponentielles, je ne sais pas quoi, x2 ou quoi que ce soit, là, on utilise directement notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de u, h de t moins u, du. Donc ici, si vous voulez, le g de t, ça représente le h, la réponse impulsionnelle de notre système. Et là, on obtient finalement le fameux y de t. Mais comme j'ai dit, on va reparcourir tous ces points-là, bien sûr, mercredi prochain. Maintenant, deux derniers points qui nous restent pour les systèmes linéaires. Ils sont importants quand même. Pour un système causal, on a vu que ce qu'était un signal causal, on avait dit que c'était un signal qui était nul pour t négatif. OK. Donc, c'est pareil ici. On dira qu'un système est causal si h de t, sa réponse impulsionnelle, est égale à 0 pour t négatif. C'est-à-dire, quand on vous donne un système, pour déterminer h de t, qu'est-ce qu'on a dit? On lui applique delta à l'entrée, la réponse impulsionnelle. Donc, quand on applique delta à l'entrée, on obtient h de t à la sortie. Et si ce h de t est nul pour t négatif, c'est bon, le système est causal. S'il n'est pas nul, on dira que le système n'est pas causal. Tout simplement. Et dans ce cas-là, bien sûr, y de t devient, s'il est causal, c'est-à-dire h de t est nul de 0 à l'infini, donc l'intégrale va se limiter de 0 à l'infini de h de taux, x de t moins taux, des taux. Et là, en faisant un autre Monsieur, changement... causal, le h de t يخرج لك 0 même pour t négatif. Oui. D'accord, monsieur. Donc, à partir de là, on tire les deux expressions ici. Et la deuxième, elle est obtenue en faisant changement de variable. Comme tout à l'heure égal à t moins taux, on obtient la deuxième intégrale qui est égale de moins l'infini à t de x de taux, h de t moins taux. Donc, essayez de redémontrer ça un peu, de faire chez vous ce changement de variable. Pourquoi, comment, pour voir comment on retrouve justement cette expression. Et c'est comme ça qu'on apprend des choses au fur et à mesure. Donc là, c'est un système. On vous donne un exemple directement. On vous dit on a un système Y qui est égal à quoi? Qui est égal à A fois x de t plus 5. C'est-à-dire que vous appliquez un signal x de t à l'entrée. Le système, qu'est-ce qu'il fait à la sortie? Il vous donne A fois x de t plus 5. Donc, qu'est-ce qu'il fait de signal? Il prend le signal d'entrée qu'il décale de 5 vers la gauche. Et ensuite, il le multiplie par un coefficient A. Donc, on vous dit, est-ce que ce signal est un signal causal? Monsieur, t plus 5 avec قاعدة. C'est-à-dire, pour savoir causal, on a dit qu'un système, là, c'est-à-dire que c'est un...
Y de t est un système, c'est un système, non signal, pas signal là. Vraiment, c'est système. Est un système non causal. Pour savoir si un système est causal ou non, on a dit qu'il faudrait déterminer sa réponse impulsionnelle. H de t. Et H de t, c'est quoi? C'est la réponse du système lorsqu'on lui applique une delta. Donc, H de t est égal à A fois delta de t plus 5. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que H de t, qui est la sortie, on vous dit ici, ne peut précéder l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si delta de t plus 5, c'est quoi? C'est delta, mais qui est décalé à gauche de 5. C'est bien ça. À droite, monsieur, à gauche. À gauche, je nomme. T plus. C'est pas moins. À droite, c'est moins. Oui, c'est ça. Oui, À gauche, c'est plus. Oui. Donc, c'est-à-dire que la sortie H de t est égale à quoi? Elle est égale à A fois delta de t plus 5. T plus 5, c'est quoi? C'est delta qui est décalé à gauche de 5. Et on a dit que pour qu'un système soit causal, il faut que H de t soit égal à 0 pour t négatif. Or, ici, H de t n'est pas égal à 0 pour t négatif. Puisque oui, nous avons un Dirac. une Dirac, autant t égale à moins 5. Oui. Donc, il n'est pas 0. Ce qui veut dire que le système ici n'est pas causal. Ça, c'est la première définition. Là aussi, on verra en TD certains cas pour montrer si un système est causal ou non. Le dernier point, qu'il est bon aussi de savoir et qu'on verra en TD, c'est un système stable. Quand est-ce? Bon, la stabilité, vous savez, vous allez l'étudier de plusieurs façons pour étudier la stabilité d'un système. Mais nous, à notre niveau, d'un point de vue traitement du signal, comment qu'on étudie la stabilité? En partant de la définition qui dit qu'un système est dit stable si à toute entrée bornée, c'est-à-dire limitée, c'est-à-dire l'entrée ne dépasse pas certaines valeurs, c'est-à-dire x de taux plus petit que m, quel que soit taux, correspond une sortie bornée aussi. Alors là, on vous donne la petite définition. Si on prend le module de y, qui est égal, qui est la sortie d'un système linéaire, donc elle est donnée par l'intégrale de h de taux, x de t moins taux des taux. C'est ça la convolution. Donc le module de y, c'est le module de cette intégrale, de cette expression de la convolution. Or, on sait que le module d'un produit est inférieur au produit des modules. C'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à l'intégrale de module de tout ça. C'est-à-dire, par la même occasion, inférieur ou égal à l'intégrale du module de h fois le module de x, de t moins taux. Or, on sait que x est borné, le signal d'entrée. C'est-à-dire que le module de x de t moins taux est toujours inférieur à m. Donc, on peut faire sortir cette valeur m constante à l'extérieur. Donc, on aura la sortie y de t, au module, toujours inférieure à m fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux des taux. Donc, on a dit, revenons à la définition, on a dit qu'un système était stable si à une entrée bornée correspond à une sortie bornée. C'est-à-dire que la sortie maintenant qui est donnée par cette expression de m intégrale de h de taux des taux, elle doit être bornée. Monsieur, on a même borne ou là? Non, pas la même borne. Non. Pas la même borne. C'est qu'elle soit limitée. OK? Pour qu'elle soit bornée, cette sortie, il faudrait que toute l'expression que l'on a ici, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux des taux, soit bornée. OK? Donc, il faudrait que l'intégrale, cette intégrale, soit inférieure à l'infini, c'est-à-dire qu'il faudrait, c'est inférieur à une certaine valeur, mais qui n'est pas automatiquement la même. Oui, mais c'est l'intégrale تاع ما يقدرش يكون moins l'infini plus l'infini. Bien sûr, pourquoi? Parce que h de t est causal. Quand il est causal, hein, c'est pour ça qu'on a changé h de t. Oui.
Parce que h بصح de t, كيفاش نعرفوا مسيو كيفاش نعرفوا لي بورن تاعنا quelle borne? لي بورن تاع الاش دو طو هذا ياك حنا الريزلت تاعنا هي ان فوا لانتيغرال تاع موان لانفيني بلس لانفيني اش دو طو دي طو D'accord, سي oui. سا Oui. قلنا لازم تكون بورني Non, c'est-à-dire que si vous avez démontré auparavant que h de t est causal, on a vu comment on le démontre, causal. C'est-à-dire h de t égale à 0 pour t négatif. وي اذا تسمى فهذاك الزيرو نقولوا ديماري منه هي لا بورن تاعو Bien sûr, puisque h de t est nul pour t négatif, pour taux négatif, pardon, h de taux. Ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini devient intégrale de 0 à plus l'infini. Vous calculez cette intégrale de h de taux des taux, et si vous trouvez une valeur finie, ça veut dire que le système est stable. Si elle est infinie, ça veut dire que le système est instable. C'est comme ça qu'on démontre la stabilité d'un système en traitement du signal. Et là aussi, on va voir, comme j'ai dit, certaines applications des exercices qui vont nous informer sur la stabilité de n'importe quel système, c'est-à-dire s'il est stable ou non. D'accord, monsieur. C'est un peu ce qu'il y a, si vous voulez, à dire sur les systèmes linéaires, c'est-à-dire à votre niveau, pour cette phase-là. Et normalement, on a tous les outils nécessaires. C'est-à-dire que les points les plus importants, je le rappelle, c'est tout à fait le départ, quand on a un système qui est décrit par une équation, n'importe quelle équation différentielle ou bien n'importe quelle équation, il faudrait s'assurer tout d'abord que cette équation est linéaire et invariante pour s'assurer que notre système est linéaire et invariant. Une fois qu'on a montré qu'il est linéaire et invariant, ensuite, bien sûr, on va le définir, c'est-à-dire la sortie de ce système Y sera définie par une convolution. Et pour déterminer la convolution, on aura besoin de la réponse impulsionnelle h de t. Et à partir de là, on peut écrire que la réponse de notre système à n'importe quel signal d'entrée x est donnée par la convolution de x avec h. Ensuite, bien sûr, on a vu comment déterminer cette convolution graphiquement en utilisant des graphes. Donc, suivant le cas, suivant les signaux, si c'est des signaux simples, c'est-à-dire constants, on peut utiliser la représentation géométrique. Si c'est des signaux un peu compliqués, donc là, on utilisera directement notre intégrale. On a vu ce qu'était un système causal. On a dit qu'un système était causal si sa réponse impulsionnelle h de t était égale à 0 pour les temps négatifs. Et maintenant, on vient de voir ce qu'est un système stable. Un système est stable si l'intégrale de 0 à l'infini de sa réponse impulsionnelle h de taux est elle aussi finie. C'est-à-dire qu'elle a une valeur, elle n'est pas égale à l'infini. Dans ce cas-là, on dira que notre système est stable. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, في الاخر هنا في لو سيستم ستاب مش هذيك الاكس دو تي مون طو قبل ما انفيريور اش دو تي دو طو مش علاش نحيتها كي درت الاخر الموديل تاعك. D'accord, parce qu'on a dit quoi? On a dit que le signal d'entrée était borné. Borné, ça veut dire qu'il est limité à une valeur maximale m. monsieur ما l'intégral تاعها راح بالان سي سا بالان شي بالان on a remplacé x de t moins taux par la valeur maximale m. C'est pour ça qu'on a dit inférieur. Ensuite, on est passé à inférieur. Et on a fait sortir le m. وي فهمت ماشي تسمى هذيك الاكس دو تي موان طو كي درنا الانتيغرال ولات لنا ام سي سا هي لا بورن. C'est la borne supérieure, c'est-à-dire que y de t est inférieur maintenant à ce résultat. Pourquoi? Parce qu'on a pris la valeur max pour x. Oui. Il est borné, il ne dépasse pas. C'est des valeurs supérieures ou inférieures, mais toujours à m. Donc, y de t ne peut être qu'inférieur, puisque là, on a majoré, si vous voulez, x à m. Donc, on a fait sortir le m, qui est une valeur constante, on a fait sortir de l'intégrale pour laisser uniquement h à l'intérieur. Et quand x de taux est majoré à m
X de T moins taux aussi, c'est-à-dire vous avez beau décaler le signal X, s'il est majoré à M, il reste toujours majoré. Donc, X de T moins taux est lui aussi majoré à la valeur M. C'est pour ça qu'on fait sortir le M à l'extérieur et on continue notre raisonnement comme on l'a fait. D'accord, monsieur. Merci. Et là, ça démontre, comme j'ai dit, la stabilité de notre système. Mais revoyez bien tous ces points-là et préparez même des questions pour la prochaine fois, etc. Avant de démarrer les TD, on va essayer de répondre un peu à toutes les questions, tous les soucis des gens, et surtout aussi, bien sûr, sur la décomposition en série de Fourier, puisque apparemment l'interrogation, bon, elle a été décalée. À la demande, bien sûr, des étudiants. Oui, monsieur, merci beaucoup. J'ai reçu un courrier de votre délégué. Donc, elle est décalée, bien sûr, à la reprise. Et la première semaine, bien sûr, on fera cet interro. Mais à la reprise, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est ce qu'on va demander. Il y a un CPC, je crois, qui aura lieu, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain. Monsieur le délégué n'est pas là. Monsieur le délégué. Eh oui, le délégué n'est pas là. Bon, on va parler de tout ça, bien sûr, demain pendant le CPC, c'est-à-dire pour la reprise. Je ne sais pas si à la reprise, on reprendra en présentiel pour nous, ou bien on reprendra en ligne. C'est-à-dire qu'on aura... monsieur, puisque احنا هاد السمانه نقراو غير السمانه نقراو 15 jours. C'est ça, justement. Est-ce que la deuxième semaine, c'est des vacances, ou bien est-ce que la deuxième semaine, on va la compter à partir après les vacances? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ma question. Monsieur, normalement, احنا دوكا نقراو هاد السمانه كومبلي، ومن بعد مسيو السمانه الجايه واقع نورمالمون لي فاكونس من الان حتى للديس، ومن بعد مسيو ندخلوا حنا ثاني نقراو نكملوا السمانه الثانيه باسكو نورمالمون نقراو 15 جور. وي نورمالمون وي باسكو حنا في لو 15 جور قرينا غير السمانه هذه، تسمى تبقى لنا سمانه نمروا للاخر. Oui, normalement. Et je ne sais pas là, mais je ne sais pas s'ils vont l'accepter, mais je vais essayer de demander là pendant le CPC, c'est-à-dire d'essayer de terminer tout le semestre en présentiel. Monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Ah, vraiment, c'est mon objectif là. Non, pas le délégué, c'est-à-dire on verra avec le CPC, avec tous les enseignants, les chefs de département, etc. Ah, d'accord, oui, monsieur. Parce que maintenant, la raison n'existe plus. La raison, c'était le Covid. Le Covid, il est parti. Donc, il n'y a plus de raison pour travailler en ligne. Donc, si on peut adapter un programme spécialement pour la fin du semestre, là, ça m'arrangerait énormément. Mais on verra ça pendant le CPC en tous les cas. Inch'Allah. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions là déjà? Non, monsieur. Non, monsieur... Ne dites pas non, laissez les autres parler. Ah oui, monsieur. Des questions là, s'il vous plaît? Monsieur. Oui, jeune homme. Monsieur, concernant part état causal. Oui. Monsieur, ما فهمتش كيفاش نعرفوا باللي السيستم. Pour calculer h de t, vous prenez le système, il est défini par une équation, toujours. Et dans cette équation, bien sûr, il y a la sortie y égale à quelque chose qui dépend de l'entrée, x. L'entrée, vous la remplacez par Dirac. OK. Et vous essayez de voir le résultat pour h de t. Si ce h de t est égal à 0, c'est-à-dire vous le tracez, cette courbe que vous obtenez, elle est égale à 0 pour les t négatifs, il est causal. S'il n'est pas égal à 0, donc il n'est pas causal, tout simplement. Et là, je vous conseille de voir la série jeune homme là, que je vais vous envoyer aujourd'hui. Et là, il y a un exercice justement qui parle de cette causalité-là, pour montrer si un système est causal ou non, montrer si un système est stable ou non. Alors, essayez de les traiter là, comme ça, vous allez voir vos difficultés, où est-ce qu'elles sont. Et là, on parlera de tout ça mercredi, Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur, merci. Oui. Autre question là. OK, sinon je vous laisse les jeunes. Et bonne continuation, ou bien bon appétit quand vous voulez. Et on se reverra mercredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur.